Bonjour les amis. Donc aujourd'hui je vais parler en français. Ma chaîne est en anglais, mais je vais parler du livre que j'ai lu de Proust, du côté de chez Swann, ce qui est un livre, le premier livre de la série de À la recherche du temps perdu. Je peux pas faire ça, je peux pas faire justice à ce livre en anglais. Donc je, j'espère que mon public anglais et qui parle d'autres langues que le français vont m'excuser cette vidéo. Il y a peut-être des gens qui veulent m'entendre parler français, donc welcome guys. Sinon, on va essayer de faire tout ça en français. J'ai beaucoup de marque-pages et je ne sais pas si on va pouvoir aller à travers tous les marque-pages, mais je vais essayer de passer à travers beaucoup de citations et d'expliquer pourquoi j'aime ces citations ou juste commenter. Donc j'aime bien le livre en général. Proust parle de sa vie en enfance et puis après il parle de Monsieur Swann. Et puis à la fin, il revient à la vie de Marcel Proust. Mais je crois qu'il est un peu plus âgé à la fin du livre. J'ai fait un commentaire du texte en anglais sur ma chaîne, donc allez voir cette vidéo. En tout cas, je vais commencer maintenant parce que ça va nous prendre du temps. Donc, je vais juste lire les extraits et puis peut-être que je vais pas savoir pourquoi j'ai mis un marque-page, mais on verra ça plus tard. Il parle des vitraux de l'église. Les petits vitraux en losange avaient pris la transparence profonde, l'intangible dureté des saphirs, qui eussent été juxtaposés sur quelques immenses pectorales, mais derrière lesquels on sentait, plus aimé que toutes ces richesses, un sourire momentané de soleil. Il était aussi reconnaissable dans le flot bleu et doux dont il baignait les pierreries que sur le pavé de la place ou la paille du marché. Donc il parle aussi de la terre était un tapis éblouissant et doré de myosotis en verre. Après, il parle de l'édifice de l'église. Un édifice occupant, si l'on peut dire, un espace à 4 dimensions, la 4e étant celle du temps, déployant à travers les siècles son faisceau, et qui de travers en travers, de chapelle en chapelle, semblait vaincre et franchir non pas seulement quelques mètres, mais les époques successives dont il était victorieux. Et puisque l'église marque le passage du temps avec sa cloche, c'était dans son clocher qu'elle semblait prendre conscience d'elle-même, d'affirmer une existence individuelle et responsable. C'était lui qui parlait pour elle. Il parle du soir. Le ciel pâli avait cédé sous la pression, s'était creusé légèrement pour lui faire sa place et refluer de ses bords, et les cris des oiseaux qui tournaient autour de lui semblaient accroître son silence, s'élancher encore sa flèche et lui donner quelque chose d'ineffable. Puis après, il parle des samedis, je crois, et que je crois que c'était Françoise, la servante de sa tante, la tante qui donne à Marcel Proust sa Madeleine, la fameuse Madeleine. On sculptait, il reflétait un peu le rythme des saisons et les épisodes de la vie. Il parle des cardons à la moelle parce qu'elle ne nous avait pas encore fait de cette manière-là. Un gigot rôti parce que le grand air creuse et qu'il avait bien le temps de descendre d'ici 7 heures. Des épinards pour changer, des abricots parce que c'était encore une rareté.
des groseilles, parce que dans 15 jours, il n'y en aurait plus, des framboises que M. Swan avait apportées exprès, des cerises, les premières qui vinssent du cerisier du jardin, après 2 ans qu'il n'en donnait plus, du fromage à la crème que j'aimais bien autrefois, un gâteau aux amandes parce qu'elle l'avait commandé la veille, une brioche parce que c'était notre tour de l'offrir. Ça donne une atmosphère, quoi, une atmosphère de la campagne d'autre temps. Je m'imaginais, comme tout le monde, que le cerveau des autres était un réceptacle inerte et docile, sans pouvoir de réaction spécifique sur ce qu'on lui introduisait. Et je ne doutais pas qu'en déposant dans celui de mes parents la nouvelle de la connaissance que mon oncle m'avait fait faire, je ne leur transmise en même temps, comme je le souhaitais, le jugement bienveillant que je portais sur cette présentation. Donc ouais, il croit qu'il explique bien, mais en fait non. Donc après, il parle des saints. J'ai eu l'occasion de rencontrer au cours de ma vie, dans des couvents par exemple, des incarnations vraiment saintes de la charité active. Ils avaient généralement un air allègre, positif, indifférent et brusque de chirurgien pressé. Ce visage où se lit aucune commisération, aucun attendrissement devant la souffrance humaine, aucune crainte de la heurter. Et qui est le visage sans douceur, le visage antipathique et sublime de la vraie bonté. Il parle de la fille de cuisine, je crois. Après, il parle du soleil encore. Cet obscur prêcheur de ma chambre était au plein soleil de la rue, ce que l'ombre est au rayon, c'est-à-dire aussi lumineuse que lui, et offrir à mon imagination le spectacle total de l'été dans mes sens si j'avais été en promenade, n'aurait pu jouir que par morceaux. Et ainsi, elle s'accordait bien à mon repos, qui, grâce aux aventures racontées par mes livres et qui venaient de les voir, supportait pareil au repos d'une main immobile au milieu d'une eau courante, le choc et l'animation d'un courant activité. Et puis, il parle de choses immatérielles. Il parle, qu'importe dès lors que les actions, les émotions de ces êtres d'un nouveau genre nous apparaissent comme vraies, parce que nous les avons faites nôtres, puisque c'est en nous qu'elles se produisent, qu'elles tiennent sous leur dépendance, tandis que nous tournons fiévreusement les pages du livre, la rapidité de notre respiration et l'intensité de notre regard. Donc il parle beaucoup d'un livre qu'il a lu quand il était petit. C'est quand on a la sensation, si mes parents m'avaient permis, quand je lisais un livre, d'aller visiter la région qu'ils décrivaient, j'aurais cru faire un pas inestimable dans la conquête de la vérité. Car si on a la sensation d'être toujours entouré de son âme, ce n'est pas comme d'une prison immobile, plutôt on est emporté avec elle dans un perpétuel élan pour la dépasser, pour atteindre à l'extérieur avec une sorte de découragement, entendant toujours autour de soi cette sonorité identique qui n'est pas écho de dehors, mais retentissement d'une vibration interne. On cherche à retrouver dans les choses, devenues par là précieuses, le reflet que notre âme a projeté sur elle. On est déçu en constatant qu'elle semble dépourvue dans la nature du charme qu'elle devait, dans notre pensée, au voisinage de certaines idées. Enfin, en continuant à suivre du dedans au dehors, les états simultanément juxtaposés dans ma conscience, et avant d'arriver jusqu'à l'horizon réel qui les enveloppait, je trouve des plaisirs d'un autre genre, celui d'être bien assis, de sentir la bonne odeur de l'air, de ne pas être dérangé par une visite, et, quand une heure sonnait au clocher de Saint-Hilaire, de voir tomber par morceau ce qui, de l'après-midi, était déjà consommé. Jusqu'à ce que j'entendisse le dernier coup qui me permettait de faire le total, et après lequel le long silence qui le suivait semblait faire commencer dans le ciel bleu toute la partie qui m'était encore concédée pour lire jusqu'au bon dîner qu'apprêtait. Et à chaque heure,
il me semblait que c'était quelques instants seulement auparavant que la précédente avait sonné. Il est en train de lire son livre, donc le temps passe bien vite. La plus récente venait s'inscrire tout près de l'autre dans le ciel, et je ne pouvais croire que 60 minutes eussent tenu dans ce petit arc bleu qui était compris entre leurs deux marques d'or. Il progressait dans la lecture que tombait la chaleur du jour, dans le cristal successif, lentement changeant et traversé de feuillage, de nos heures silencieuses, sonores, odorantes et limpides. Enfin, des heures sonores et odorantes et limpides. C'est vraiment comme l'été, quoi. Donc, il parle de Bergotte, l'écrivain imaginaire de Proust. Je vois que je me sentais approuvée en une région plus profonde de moi-même, plus unie, plus vaste, d'où les obstacles et les séparations semblaient avoir été enlevés. C'est que, reconnaissant alors ce même goût pour les expressions rares, cette même effusion musicale, cette même philosophie idéaliste qui avait déjà été les autres fois, sans que je m'en rendisse compte, la cause de mon plaisir, je n'eus plus l'impression d'être en présence d'un morceau particulier d'un certain livre de Bergotte, tressant à la lumière de ma pensée une figure purement littéraire, mais plutôt du morceau idéal de Bergotte, commun à tous les livres, et auquel tous les passages analogues qui venaient se confondre avec lui auraient donné une sorte d'épaisseur, de volume, dont mon esprit semblait agrandi. Donc il parle des livres, encore. Il interrompait son récit dans une invocation, une apostrophe, une longue prière. Il donnait un livre court à ses effluves, qui, dans ses derniers ouvrages, restait intérieur à sa prose, décelée seulement alors par les ondulations de la surface, plus douces peut-être encore, plus harmonieuses quand elles étaient ainsi voilées, et qu'on aurait pu indiquer d'une manière précise où naissait ou expirait leur murmure. Donc il savait par cœur ces passages. J'aurais voulu poser une opinion de lui, enfin Bergotte, l'auteur, une métaphore de lui sur toute chose, surtout sur celle que j'aurais l'occasion de voir moi-même, et entre celles-là, particulièrement sur d'anciens monuments français et sur certains paysages maritimes. Parce que l'insistance avec laquelle il est cité dans ses livres éprouvait qu'il les tenait pour riches de signification et de beauté. Malheureusement, sur presque toute chose, j'ignorais son opinion. Et donc il parle de comment il se rapproche de Dieu en lisant. J'avais tellement fait table rase de toutes que quand par hasard il m'arrivait d'en rencontrer, enfin une opinion, dans tel de ces livres, une que j'avais déjà eue moi-même, mon cœur se gonflait, comme si un Dieu dans sa bonté me l'avait rendue, l'avait déclarée légitime et belle. Donc si elle a la même opinion que son auteur préféré, il pense que ça vient de Dieu, en fait. Enfin, il reçoit cette confirmation sur son intuition. Je trouvais de telles phrases dans l'œuvre d'un autre, c'est-à-dire sans plus avoir de scrupules, de sévérité, sans avoir à me tourmenter, je me laissais enfin aller avec les délices au goût que j'avais pour elle, comme un cuisinier qui, pour une fois où il n'a pas à faire la cuisine, trouve enfin le temps d'être gourmand. Donc il lit les livres comme on mange un beau repas. Nous disons plutôt originalité, charme, délicatesse. Donc il parle du talent. Nous disons plutôt originalité, charme, délicatesse, force. Et puis un jour, nous nous rendons compte que c'est justement tout cela, le talent.
petit coup de carreau, comme si quelque chose l'avait heurté, suivi d'une ample chute légère comme les grains de sable qu'on nous laissait tomber d'une fenêtre au-dessus, puis la chute s'étendant, se réglant, adoptant un rythme, devenant fluide, sonore, musical, innombrable, universel. C'était la pluie. Enfin, magnifique, quoi. C'est magnifique comment il décrit le commencement de la pluie sur les carreaux. Enfin, c'est une, deux, et puis d'innombrables. Et ça devient fluide, comme l'eau, enfin, qui tombe du ciel, quoi. L'habitude venait de me prendre dans ses bras et me porter jusqu'à mon lit comme un petit enfant. C'est tout. Il parle de Baalbek, les lieux si sauvages. Il y a une petite baie d'une douceur charmante où le coucher de soleil du pays d'Auge, le coucher de soleil rouge et or, que je suis loin de dédaigner d'ailleurs, et sans caractère insignifiant. Mais dans cette atmosphère humide et douce s'épanouissent le soir en quelques instants de ces bouquets célestes, bleus et roses, qui sont incomparables et qui mettent souvent des heures à se faner. Donc il compare le coucher de soleil à un bouquet de roses ou un bouquet de fleurs de différentes couleurs qui mettent des heures à faner. Donc maintenant il parle de la lumière chez sa tante Léonie. Sa lumière qui s'abaissait et touchait la fenêtre était arrêtée entre les grands rideaux et les embrasses, divisées, ramifiées, filtrées et incrustant de petits morceaux d'or le bois du citronnier de la commode. Illuminait obliquement la chambre avec la délicatesse qu'elle prend dans les sous-bois. Il parle beaucoup du soleil, comment il l'infiltre, comment il danse, enfin... et c'est ça, c'est important quand on est enfant aussi. Combien naïves et paysannes en comparaison semblaient les églantines, qui dans quelques semaines montraient elles aussi en plein ciel le même chemin rustique, en la soie unie de leur corsage rougissant qu'un souffle défait. Donc il parle beaucoup des aubépines, des églantines, de la nature. Et il m'annonçait l'immense étendue où déferlent les blés, où moutonnent les nuages, et la vue d'un seul coquelicot, hissant au bout de son cordage et faisant cingler au vent sa flamme rouge, au-dessus de sa bouée graisseuse et noire, me faisait battre le cœur, comme un voyageur qui aperçoit sur une terre basse une première barque échouée, etc., etc. Il fait de longues phrases, Proust. Au-dessus des fleurs dont il imbibait les parfums, l'éventail vertical et prismatique de ses gouttelettes multicolores. On parle de la pluie encore. Et puis, il aime pas quand Swann arrive parce que sa mère ne va pas l'embrasser quand Swann est en visite. Donc, il retient son souffle à chaque fois quand il entend ça. Mais non, cette charge-là est au père de Swann. Cette haie fait partie du parc de Swann. Alors, j'étais obligée de reprendre ma respiration, tant en se posant sur la place où il était toujours écrit en bois, pesé à m'étouffer ce nom qui, au moment où je l'entendais, me paraissait plus plein que tout autre, parce qu'il était lourd de toutes les fois où, d'avance, je l'avais mentalement proféré. Donc le nom de Swann, ça revient plus tard quand il parle des noms, qui veulent dire quelque chose, enfin des noms qui sont pas juste un nom, ils sont plus que ça. Parmi les sainfoins et les trèfles, à mes pieds, cette plaine qui nous était commune à tous deux, semblait nous rapprocher, nous unir. Je pensais que ce souffle était passé près d'elle, enfin de celle qu'il aime,
que c'était quelques messages d'elle et qu'il me chuchotait sans que je puisse le comprendre. Et je l'embrassais au passage. Donc à chaque fois que le vent passe à travers les foins, il pense à celle qui est au-delà de ce paysage et que le vent est un message entre les deux. Les pommiers ouvraient leurs larges pétales de satin blanc ou suspendaient des timides bouquets de fleurs de leurs rougissants de boutons. C'est beau. Assis dans le petit salon où j'attendais l'heure de dîner en lisant, j'entendais l'eau dégoûter de nos marronniers, mais je savais que l'averse ne faisait que vernir les feuilles et qu'il promettait de demeurer là, comme des gages de l'été, toute la nuit pluvieuse, à assurer la continuité du beau temps. Qu'il avait beau pleuvoir demain, au-dessus de la barrière blanche de Tansonville, ondulerait aussi nombreuses de petites feuilles en forme de cœur. Et c'est sans tristesse que j'apercevais le peuplier de la rue de Perchamp, adressé à l'orage des supplications et des salutations désespérées. C'est sans tristesse que j'entendais au fond de mon jardin les derniers roulements du tonnerre roucouler dans les lilas. Le tonnerre roucoule dans les lilas, enfin... Il a inventé des choses, Proust, qui sont vraiment... on peut les sentir avec les 5 sens. Il parle de la rivière, aux flancs transparents comme une eau durcie. Il parle d'un cristal liquide et courant. Évoquer l'image de la fraîcheur d'une façon plus délicieuse et plus irritante que n'eussent fait sur une table servie. En ne la montrant qu'en fuite dans cette allitération perpétuelle entre l'eau sans consistance où les mains ne pouvaient la capter et le verre sans fluidité où le palais ne pourrait en jouir. Donc il parle de ce qui est dur comme le verre et ce qui est fluide comme l'eau. Et la main qui essaie de capter la fluidité ne peut pas la capter. Et puis il part du ciel. Certains ciels ont une bande rose et séparée comme d'une ligne d'une bande verte ou d'une bande noire. On voit un oiseau voler dans le rose. Il va en attendre la fin. Il touche presque au noir, mais puis il y est entré. Donc c'est un peu comme regarder un oiseau monter, descendre dans le ciel. Ça fait partie du tableau, en fait, du ciel. Et il explique ça d'une façon... je ne savais pas qu'on pouvait expliquer ça d'une façon comme il le fait. Car souvent, j'ai voulu revoir une personne sans discerner ce que c'était, simplement parce qu'elle me rappelait une édopipine. Et j'ai été induit à faire croire à un regain d'affection par un simple désir de voyage. Maintenant, on arrive à la deuxième partie, Un amour de Swann. Il parle du docteur. Et le docteur, il est un peu autistique, je crois. Je dis ça en tant que personne qui est probablement autistique. Enfin, je sais pas. Mais il parle d'un sourire conditionnel et provisoire, dont la finesse expectante le disculperait du reproche de naïveté, si le propos qu'on lui avait tenu se trouvait avoir été facétieux. Donc en gros, il fait semblant de tout comprendre, en fait, sans vraiment comprendre. Donc il est toujours comme s'il est en train de blaguer, alors qu'en fait, il ne sait pas de quoi on parle. Donc la deuxième partie est un peu moins... c'est un peu moins un florilège naturel.
c'est un peu plus la haute société, comment ça marche. Il avait dans la bouche, en parlant, une bouillie qui était adorable, parce qu'on sentait qu'elle trahissait moins un défaut de la langue qu'une qualité de l'âme, comme un reste de l'innocence du premier âge qu'il n'avait jamais perdu. Donc, c'est son visage a l'air enfantin, en fait. Il parle de la musique. Il parle beaucoup de musique. D'abord, il n'avait goûté que la qualité matérielle des sons sécrétés par les instruments. Et ça avait déjà été un grand plaisir quand, au-dessus de la petite ligne du violon, mince, résistante, dense et directrice, il avait vu tout d'un coup chercher à s'élever en un clapotement liquide la masse de la partie du piano, multiforme, indivise, plane et entrechoquée, comme la mauve agitation des flots que charme et bémolise le clair de lune. Mais les notes sont évanouies avant que ces sensations soient assez formées en nous pour ne pas être submergées par elles, qui éveillent déjà les notes suivantes ou même simultanées. Et quand cette impression continuerait à envelopper de sa liquidité et de son fondu les motifs qui, par un instant, en émergent, à peine discernables pour plonger aussitôt et disparaître, connus seulement par le plaisir particulier qu'ils donnent, impossible à décrire, à se rappeler, à nommer, ineffable. Si la mémoire, comme un ouvrier qui travaille à établir des fondations durables au milieu des flots, en fabriquant pour nous des facsimilés de ces phrases fugitives, nous permettait de les comparer à elles, qui leur succèdent, et de les différencier. Ainsi à peine la sensation délicieuse que Swann avait ressentie était-elle expirée, que sa mémoire lui en avait fourni séance tenante une transcription sommaire et provisoire, mais sur laquelle il avait jeté les yeux tandis que le morceau continuait. Donc en gros, la musique, ça continue, même si on est en train d'essayer de process ce qui s'est passé avant. On n'a pas le temps, en fait. Il y a tellement de belles choses. Et c'est un peu comme le texte. Le texte est un flot d'idées, toujours comme l'eau, comme la musique. Il avait devant lui cette chose qui n'était plus de la musique pure, qui est du dessin, de l'architecture, de la pensée, et qui permet de se rappeler la musique. Cette fois, il avait distingué nettement une phrase s'élevant pendant quelques instants au-dessus des ondes sonores. Donc, cette phrase est très importante dans le livre, cette phrase de musique. Comme si la musique avait eu sur la sécheresse morale dont il souffrait une sorte d'influence élective, il se sentait de nouveau le désir et presque la force de consacrer sa vie. Donc ça le ranime, ça lui donne de la vie. Il reconnut, secrète, bruissante et dévissée, la phrase aérienne et odorante qu'il aimait. Donc il peut sentir la phrase musicale. Et elle était si particulière, elle avait un charme si individuel et qu'aucun autre n'aurait pu le remplacer, que ce fut pour Swann comme s'il eût rencontré dans un salon ami une personne qu'il avait admirée dans la rue et désespéré de jamais retrouver. Donc il compare la musique à une femme qu'il aurait rencontrée et qui est une passante, en fait. Et donc, il parle... la phrase de musique, c'est la sonate de Vinteuil, comme il l'appelle plusieurs fois. Il leur semblait que quand le pianiste jouait la sonate, qu'il accrochait au hasard sur le piano des notes qui ne reliaient pas en effet les formes auxquelles il était habitué. Et quand le peintre jetait au hasard
des couleurs sur ses toiles. Quand, dans celle-ci, il pouvait reconnaître une forme, il la trouvait alourdie et vulgarisée. Donc il n'est pas super content de tous les artistes, on va dire. Parce qu'il veut re-entendre cette même phrase de musique, et puis voilà, il y a quelqu'un d'autre qui joue cette musique d'une autre façon. Il regrettait presque qu'elle eût une signification, une beauté intrinsèque et fixe, étrangère à eux, comme en des bijoux donnés, ou même en des lettres écrites par une femme aimée. Nous en voulons à l'eau de la gemme et aux mots du langage, de ne pas être fait uniquement de l'essence d'une liaison passagère et d'un être particulier. Donc c'est comme si il en veut à la musique de ne pas représenter exactement ce qu'il ressent dans cette situation-là. Il se disait qu'il était raisonnable de donner beaucoup de son temps à un chef-d'œuvre inestimable, coulé pour une fois dans une matière différente et particulièrement savoureuse, en un exemplaire rarissime qu'il contemplait tantôt avec humilité la spiritualité et le désintéressement d'un artiste, tantôt avec orgueil, l'égoïsme et la sensualité d'un collectionneur. Donc, et là, il est en train de parler d'une femme, et il n'est pas en train de parler de la musique et de la peinture. Donc, il parle un peu comme s'il l'a collectionné. C'est pas super, mais voilà. La présence d'Odette ajoutait en effet pour Swann à cette maison ce dont n'était pourvue aucune de celles où il était reçu. Une sorte d'appareil sensitif, de réseau nerveux qui se ramifiait dans toutes ses pièces et apportait des excitations constantes à son cœur. Donc il est tombé amoureux, en fait. Tout son système nerveux est tombé amoureux juste en étant dans la chambre d'Odette, ou même la maison d'Odette. Qu'un être nouveau était là avec lui, adhérent, amalgamé à lui, duquel il ne pourrait peut-être pas se débarrasser, et qu'il allait être obligé d'user de déménagement, comme avec un maître ou avec une maladie. Donc en gros, son amour est devenu une maladie. Il peut plus s'en passer, c'est une partie de son corps. Un monde pour lequel nous ne sommes pas faits, qui nous semble sans forme parce que nos yeux ne le perçoivent pas, sans signification parce qu'il échappe à notre intelligence, que nous n'atteignons que par un seul sens. Donc il parle en gros qu'il ne peut plus vraiment... il entend la phrase musicale et il ne peut plus penser à d'autres choses en fait. Grand repos, mystérieuse rénovation pour Swann, pour lui dont les yeux, quoique délicats amateurs de peinture, dont l'esprit, quoique fin observateur de mœurs, portait à jamais la trace indélébile de la sécheresse de sa vie, de se sentir transformé en une créature étrangère à l'humanité, aveugle, dépourvue de faculté logique, presque une fantasque licorne, une créature chimérique, ne percevant le monde que par l'ouïe. En fait, il peut que entendre, il est devenu aveugle, il ne voit rien. Mais c'est vraiment reposant pour lui, qui pense beaucoup, en fait. C'est un homme qui pense beaucoup, et maintenant, il a beaucoup d'émotions, d'habitude, mais maintenant, toute son émotion, tout est focalisé en ce son de la petite phrase de Vinteuil. Un accès d'une paresse d'esprit et qui était en lui congénitale, intermittente et providentielle, va en ce moment éteindre toute lumière dans son intelligence, aussi brusquement que plus tard, quand on eut installé partout l'éclairage électrique, on put couper l'électricité dans une maison. Sa pensée tâtonna un instant dans l'obscurité, il retira ses lunettes en essuyant les verres,
se passa la main sur les yeux et ne revit la lumière que quand il se retrouva en présence d'une idée toute différente. Et c'est là que, en fait, c'est son amour pour Odette qui lui détruit la vie, en fait. Il ne peut plus penser. Donc maintenant, il pense que à une femme, et avant, il pensait beaucoup à l'histoire, mais maintenant, il ne peut plus. Donc, il en parle aussi, on va skipper ça. On va passer au suivant. Elle parlait, il ne l'interrompait pas. Il recueillait avec une piété avide et douloureuse ces mots qu'elle lui disait et qu'il sentait, justement parce qu'elle l'a caché derrière eux tout en lui parlant. Garder vaguement, comme le voile sacré, l'empreinte, dessiner l'incertain modelé de cette réalité infiniment précieuse et hélas introuvable. Ce qu'elle faisait tantôt à 3 heures, quand il est venu, de laquelle il ne posséderait jamais que ses mensonges, illisibles et divins vestiges, et qui n'existait plus que dans le souvenir receleur de cet être qu'il a contemplé, sans savoir l'apprécier, mais ne la lui livrerait pas. Donc en gros, Odette est en train de lui dire des mensonges, et il commence à penser beaucoup à comment elle vit quand il ne se rend compte pas, et il a beaucoup de pensées, et ça lui tue le cœur en fait, mais il peut rien y faire. Et il trouve ça beau d'une façon ou d'une autre. Alors si tu es cela, comment pourra-t-on t'aimer? Car tu n'es même pas une personne, une créature définie, imparfaite, mais dûment perfectible. Tu es une eau informe qui coule selon la pente qu'on lui offre, un poisson sans mémoire et sans réflexion, qui, tant qu'il vivra dans son aquarium, se heurtera 100 fois par jour contre le vitrage qu'il continuera à prendre pour de l'eau. Donc en gros, il n'a plus d'identité propre et il n'a plus de soi propre. Il est devenu un avec des pensées obsessionnelles sur la femme qu'il aime. Il parle des certaines choses qu'il fait à chaque fois quand il rencontre Odette. Cette lampe, cette orangeade, ce fauteuil qui contenait tant de rêves, qui matérialisait tant de désirs, une sorte de douceur surabondante et de densité mystérieuse. Donc il accorde de l'importance à toutes ces choses en fait, parce qu'elles veulent dire beaucoup de choses à lui et sont d'une densité précieuse. Or l'absence d'une chose, ce n'est pas que cela, ce n'est pas qu'un simple manque partiel, c'est un bouleversement de tout le reste. C'est un état nouveau qu'on ne peut retrouver dans l'ancien. Il parle beaucoup du manque d'Odette. Il manque Odette. Odette lui manque tout le temps, en fait. Les habitudes de Swann, à tous ses actes, à sa pensée, à sa santé, à son sommeil, à sa vie, même à tout ce qu'il désirait pour après sa mort. Il ne faisait tellement plus qu'un avec lui, qu'on n'aurait pas pu l'arracher de lui sans le détruire lui-même à peu près tout entier. Comme on dit en chirurgie, son amour n'était plus opérable. En fait, il ne peut plus. Son amour est un cancer, en fait, dans sa vie. Donc, oui, c'est terrible. Elle n'avait pas pris tous les fruits au même endroit, mais les raisins chez Crapote, dont c'est la spécialité, les fraises chez Jaurès, les pierres chez Chevet, où elles étaient plus belles, etc.
chaque fruit visité, examiné un par un pour moi. Donc, il adore faire un peu la même chose que ce que Marcel Proust est en train de faire au début du livre. Il aime bien quand les choses sont récoltées avec intention. Et ça donne une idée du milieu dans lequel ils vivent. Donc là, il est à Paris, à Swann. Il parle des phrases de Chopin, si libres, si flexibles, si tactiles, qui commencent par chercher et essayer leur place en dehors et bien loin de la direction de leur départ, bien loin du point où avaient pu espérer qu'attendrait leur attouchement, et qui ne se jouent dans cet écart de fantaisie que pour revenir plus librement, d'un retour plus médité, plus prémédité, avec plus de précision, comme sur un cristal qui résonnerait jusqu'à faire crier ou frapper au cœur. Quelle magnifique description de la musique de Chopin. Mais tout à coup, ce fut comme si elle était entrée, et cette apparition lui fut une si déchirante souffrance qu'il dut porter la main à son cœur. C'est que le violon est monté à des notes hautes, où il est resté comme pour une attente qui se prolongeait sans qu'il cessât de les tenir, dans l'exaltation où il était d'apercevoir déjà l'objet de son attente qui s'approchait, et avec un effort désespéré pour tâcher de durer jusqu'à son arrivée, de l'accueillir avant d'expirer. Et blablabla. Bla bla bla. C'est la petite phrase de la sonate de Vinteuil. N'écoutons pas. Tous ses souvenirs du temps d'Odette étaient pris avec lui. Il avait réussi jusqu'au jour à maintenir invisible dans les profondeurs de son être, trompé par ce brusque rayon du temps d'amour qu'il crut revenu. S'était réveillé et à tire-elle était remonté, lui chantait éperdument, sans pitié pour son infortune présente, les refrains oubliés du bonheur. Au lieu des expressions abstraites du temps où j'étais heureux, au temps où j'étais aimé, qu'il avait souvent prononcées jusque-là et sans trop souffrir, car son intelligence n'y avait informé du passé que de prétendus extraits qui n'en conservaient rien. Il retrouva tout ce qui, de ce bonheur perdu, était fixé à jamais la spécifique et volatile essence. Il revit tout, les pétales neigeux et frisés du chrysanthème qu'elle lui avait jeté dans la voiture, qu'il avait gardé contre ses lèvres. Blablabla. Bla bla bla. Il parle les pluies d'orage qui tombèrent si souvent ce printemps-là, le retour glacial dans sa Victoria au clair de lune, toutes les mailles d'habitudes mentales, d'impressions saisonnières, de réactions cutanées qui avait entendu sur une suite de semaines un réseau uniforme sur lequel son corps se trouvait repris. À ce moment-là, il satisfaisait une curiosité voluptueuse en connaissant les plaisirs des gens qui vivent par amour. Et il continue. Je ne vais pas vous lire tout l'extrait, mais voilà. Tandis qu'elle passait, légère, apaisante et murmurait, comme un parfum, lui disant ce qu'elle avait à lui dire et dont il scrutait tous les mots, regrettant de les voir s'envoler si vite. Il parle toujours de la musique. Il faisait involontairement avec ses lèvres le mouvement du baiser, au passage le corps harmonieux et fuyant. Il se sentait exilé, plus exilé et seul, puisque elle, qui s'adressant à lui parlait à mi-voix d'Odette. Car il n'avait plus, comme autrefois, l'impression qu'Odette et lui n'étaient pas connus dans la petite phrase. C'est ce qui, souvent, elle avait été témoin de leur joie. Il est vrai que souvent aussi, elle l'avait averti de leur fragilité. Donc maintenant, cette phrase, qui au début, il n'était pas sûr si elle était faite pour lui et Odette, maintenant, c'est indivisible avec Odette, en fait. C'est la même chose qu'Odette. Et il est follement amoureux. Swann les motifs musicaux pour de véritables idées d'un autre monde, d'un autre ordre.
idées voilées des ténèbres, inconnues, impénétrables à l'intelligence, mais qui n'en sont pas moins parfaitement distinctes les unes que les autres, inégales entre elles de valeur et de signification. Et quand, après la soirée, Verdurin, se faisant rejouer la petite phrase, il avait cherché à démêler comment, à la façon d'un parfum, d'une caresse, elle le circonvenait, elle l'enveloppait, il s'était rendu compte que c'était au faible écart entre les 5 notes qui la composaient et au rappel constant de 2 d'entre elles qu'il était dû cette impression de douceur réfractée et frileuse. C'était non la phrase elle-même, mais les simples valeurs substituées pour la commodité de son intelligence à la mystérieuse entité qu'il avait perçue. Avant de connaître les Verdurin, à cette soirée où il avait entendu pour la première fois la sonate. Mais un clavier incommensurable, encore presque tout entier inconnu, et seulement là, et ça et là, séparé par d'épaisses ténèbres inexplorées, quelques-unes des millions de touches de tendresse, de passion, de courage, de sérénité qui le composent, chacune aussi différente des autres d'un autre univers, qui avait été découvert par quelques grands artistes qui nous rendent le service en éveillant en nous le correspondant du thème qu'ils avaient trouvé, de nous montrer quelle richesse, quelle variété cache à notre insu cette grande nuit impénétrée et décourageante de notre âme, que nous prenons pour du vide et pour du néant. Vinteuil avait été l'un de ces musiciens. Jamais le langage parlé ne fut si inflexiblement nécessité, ne connut à ce point la pertinence des questions, l'évidence des réponses. D'abord, le piano solitaire se plaignit, comme un oiseau abandonné de sa campagne. Le violon l'entendit, lui répondit comme d'un arbre voisin. C'était comme au commencement du monde, comme s'il n'y avait encore eu que d'eux sur la terre, ou plutôt dans ce monde fermé à tout le reste, construit par la logique d'un créateur, où il ne serait jamais que tous les deux, cette sonate. Et il continue avec cet oiseau, le violoniste semblait vouloir charmer, l'apprivoiser, le capter. Aussi, Swann ne perdait-il rien du temps si court où elle se proroguerait. Elle était encore là, comme une bulle irisée qui se soutient, tel un arc-en-ciel dont l'éclat faiblit, s'abaisse, puis se relève, et avant de s'éteindre, s'exalte un moment, comme il ne l'avait pas encore fait. Aux 2 couleurs qu'elle avait jusque-là laissées paraître, elle ajoutait d'autres cordes diaprées, toutes celles du prisme, et les fit chanter. Que tout ce qu'il pouvait espérer, c'est qu'elle durera toujours dans sa vie, qu'il sacrifierait ses travaux, ses plaisirs, ses amis, finalement toute sa vie à l'attente quotidienne d'un rendez-vous qui ne pouvait rien lui rapporter d'heureux. Donc en gros, son amour de Odette, c'est juste une douleur maintenant. Il savait bien, comme une vérité générale, que la vie des êtres est pleine de contrastes. Mais pour chaque être en particulier, il imaginait toute la partie de sa vie qu'il ne connaissait pas comme identique à la partie qu'il connaissait. Ce qui est vraiment vrai, en fait. Parfois, on se dit ça. Sans doute, comme il le disait à Odette, il aimait la sincérité, mais il l'aimait comme une proxénète pouvant le tenir au courant de la vie de sa maîtresse. Aussi, son amour de la sincérité, n'étant pas désintéressé, ne l'avait pas rendu meilleur. La vérité qu'il chérissait, c'était celle que lui dirait Odette. Mais lui-même, pour obtenir cette vérité, ne craignait pas de recourir au mensonge. Le mensonge qu'il ne cessait de peindre à Odette comme conduisant à la dégradation toute créature humaine. En gros, il est que intéressé par la sincérité d'Odette, mais pas lui-même d'être sincère.
Donc c'est pas super. Donc il parle de comment, en gros, Odette lui dit qu'elle a été qu'elle n'a pas été fidèle en fait, qu'elle a été infidèle 2-3 fois. 2-3 fois, rien que ces mots, des mots prononcés dans l'air, à distance, puissent ainsi déchirer le cœur comme si le toucher véritablement, puisse rendre malade comme un poison qu'on absorberait. Enfin, pauvre Swan, mais il n'a pas été super non plus avec elle, donc on n'a pas vraiment de pitié pour lui. Mais bon. Pour Swan, sous les souffrances nouvelles qui venaient d'entrer dans son âme comme des hordes d'envahisseurs, il existait au fond de nature, un fond de nature plus ancien, plus doux, et silencieusement laborieux, comme les cellules d'un organe blessé, qui se mettent aussitôt en mesure de refaire les tissus lésés, comme les muscles d'un membre paralysé qui tendent à reprendre leur mouvement. Donc, enfin, c'est physique, quoi. Il est malade physiquement, en fait. C'est comme s'il est en train de... Tout son corps est contre lui. Il avait tellement pris l'habitude de trouver la vie intéressante, d'admirer les curieuses découvertes qu'on peut y faire, que tout en souffrant au point de croire qu'il ne pourrait pas supporter longtemps une pareille douleur, il se disait « La vie est vraiment étonnante et réserve de belles surprises. En somme, le vice est quelque chose de plus répandu qu'on ne croit. Voilà une femme en qui j'avais confiance, qui avait l'air si simple, si honnête en tout cas, si même elle était légère, qui semblait bien normale et saine dans les goûts. Je l'interroge et le peu qu'elle m'avoue révèle bien et plus qu'on put soupçonner. » Donc, en fait, je ne sais pas s'il est en train d'essayer de se convaincre lui-même que tout va bien, mais tout ne va pas bien pour lui, mais il est assez désintéressé. Parce qu'il est intéressé par la vie, en fait. Il admirait la terrible puissance récréatrice de sa mémoire. Ce n'est que de l'affaiblissement de cette génératrice dont la fécondité diminue avec l'âge qui pouvait espérer un apaisement à cette torture. Donc, en gros, il est en train d'attendre de perdre la mémoire pour pouvoir oublier Odette et oublier cette douleur qu'il a. Mais voici qu'à l'affaiblissement de son amour correspondait simultanément à un affaiblissement du désir de rester amoureux. Car on ne peut pas changer, c'est-à-dire devenir une autre personne, tout en continuant à obéir aux sentiments de celle qu'on n'est plus. Donc là, on voit que enfin Swan est en train de changer. Enfin. Car d'image incomplète et changeante, Swan endormi. Donc maintenant Swan est endormi et il a un rêve. Et en fait, il pense plus à Odette vraiment, mais Odette est dans son rêve. Et d'image incomplète et changeante, Swan endormi tirait des déductions fausses, ayant d'ailleurs momentanément un tel pouvoir créateur qu'il se reproduisait par simple division, comme certains organismes inférieurs. Avec la chaleur sentie de sa propre paume, il modelait le creux d'une main étrangère qu'il croyait serrée. De sentiments et d'impressions dont il n'avait pas conscience encore, faisaient naître comme des péripéties. Et c'est ça, les rêves, c'est bizarre. Et à la fin de cette partie, de la partie 2, il parle « Dire que j'ai gâché des années », il s'écriera en lui-même. « Dire que j'ai gâché des années de ma vie, que j'ai voulu mourir, que j'ai eu mon plus grand amour pour une femme qui ne me plaisait pas, qui n'était pas mon genre. » Genre, voilà quoi, tristesse.
Tristesse maximum, quoi. Et maintenant, on en est à la troisième partie. J'ai 5 minutes et j'ai beaucoup de quotes, beaucoup de citations. Je sais pas qui veut voir ça, mais bon, on va voir. Maintenant, on est encore à Proust. Il parle de l'Italie et de l'Écosse en même temps. Donc, il parle de l'Écosse. Qu'il ne faisait pas trembler moins fort que la cheminée de ma chambre le projet d'un voyage à Balbec, mêlant en lui le désert de l'architecture gothique avec celui d'une tempête sur la mer. Dès lors, donc maintenant il parle d'Italie. Dès lors, seuls les rayons, les parfums, les couleurs me semblaient avoir du prix, car l'alternance des images avait emmené en moi un changement de front de désir, et aussi brusque que celui qu'il y avait parfois en musique, un complet changement de ton dans ma sensibilité. Puis il m'arriva qu'une simple variation atmosphérique suffit à provoquer en moi cette modulation, sans qu'il n'eût besoin d'attendre le retour d'une saison. Donc en fait, quand Proust grandit, d'abord, il pense beaucoup aux saisons, du changement d'atmosphère, et puis après, il se rend compte qu'il peut voyager et recevoir ce même sentiment de changement. Mais en fait, il est trop... Proust a de l'asthme, je crois, et donc il ne peut pas voyager. Donc il se rend compte qu'il reçoit assez de plaisir juste à penser ces choses dans sa tête. Donc il a ce sentiment de changement d'atmosphère sans même devoir voyager ou d'attendre. Il a cette imagination tout le temps, en fait. Il parle de beaucoup de villes, maintenant. Mais si ces noms, donc il parle de noms de beaucoup de villes, si ces noms absorbèrent à tout jamais l'image que j'avais de ces villes, ce ne fut qu'en la transformant, qu'en soumettant sa réapparition en moi à leur loi propre, ils eurent ainsi pour conséquence de la rendre plus belle, mais aussi plus différente de ce que les villes de Normandie ou de Toscane pouvaient être en réalité. Et en accroissant les joies arbitraires de mon imagination, d'aggraver la déception future de mes voyages. Donc il s'exalte de l'idée que je me faisais de certains dieux sur la terre, en les faisant plus particuliers, par conséquent plus réels. Et il se représente ça comme des tableaux. Mais les noms représentent des personnes, et les villes, qui nous habituaient à croire individuelles, uniques comme des personnes, une image confuse qui tire d'eux, de leur sonorité éclatante ou sombre, la couleur dont elle est peinte uniformément comme une des affiches, entièrement bleue ou entièrement rouge, dans laquelle, à cause des limites du procédé employé ou par un caprice de décorateur, sont bleus ou rouges, non seulement le ciel et la mer, mais les barques, l'église, les passants. Le nom de Parme, une des villes où j'étais désireux d'aller depuis que j'avais lu La Chartreuse, m'apparaissait compact, lisse, mauve et doux. Si on me parlait d'une maison quelconque de Parme, et dans laquelle je serais reçue, on me causait de plaisir de penser que j'habiterais une demeure lisse, compacte, mauve et douce, qui n'avait de rapport avec les demeures d'aucune ville d'Italie, puisque je l'imaginais seulement à l'aide de cette syllabe lourde du nom de Parme, où ne circule aucun air, et de tout ce que je lui faisais absorber de douceur stendhalienne et du reflet des violettes. Donc en gros, il a de la synesthésie, je crois, parce qu'il s'imagine une ville, une couleur, une texture, et puis après, à chaque fois qu'il pense de la ville ou de toutes les choses qui sont dans la ville, il pense à cette couleur, cette texture. Et c'est quelque chose que je fais moi aussi. Ces images étaient fausses, pour une autre raison encore. C'est qu'elles étaient forcément très simplifiées. Sans doute, ce à quoi aspirait mon imagination, et que mes sens ne percevaient qu'incomplètement et sans plaisir dans le présent, je l'avais enfermé dans le refuge des noms. Sans doute parce que j'y avais accumulé du rêve. Ils aimantaient maintenant mes désirs. Mais les noms ne sont pas vastes,
c'est tout au plus si je pouvais y faire entrer 2 ou 3 curiosités principales de la ville, et elles s'y juxtaposaient sans intermédiaire. Donc après, il parle de beaucoup de différentes places. Dans l'un, sous un dé architectural, je contemplais une fresque à laquelle était partiellement superposé un rideau de soleil matinal, poudreux, oblique et progressif. Dans l'autre, car ne pense pas au nom comme un idéal inaccessible, mais comme une ambiance réelle dans laquelle j'irais me plonger. La vie non vécue encore, la vie intacte et pure que j'ai enfermée, donnée aux plaisirs les plus matériels, aux scènes les plus simples, cet attrait qu'ils ont dans les œuvres des primitifs. Je traversais rapidement. Et voilà, bien que je fusse à Paris, que je voyais, et non qui était autour de moi. Donc il voyait toutes ses imaginations en fait, et pas Paris. Et aussi, sans que je souciasse de la contradiction qu'il y avait à vouloir regarder et toucher avec les organes ses sens, ce qui avait été élaboré par la rêverie et non perçu par eux, et d'autant plus tentant pour eux, plus différent de ce qu'ils connaissaient, c'est ce qui me rappelait la réalité de ces images, qui enflammait le plus mon désir, parce que c'était comme une promesse qu'ils seraient contentés. Bon, on est presque à la fin. Si seulement Bergotte les eurent décrits dans un de ses livres, sans doute j'aurais désiré de les connaître. Comme toutes les choses dont on avait commencé par mettre le double dans mon imagination. Elle les réchauffait, les faisait vivre, leur donnait une personnalité. Je voulais les retrouver dans la réalité. Mais ce jardin public, rien ne s'attachait à mes rêves. En fait, il peut que aller au jardin public parce qu'il est asthmatique et ne peut pas aller en voyage. Donc, voilà. Ce jardin public ne pouvait pas inspirer son imagination. Et il rêve à Mademoiselle Swann, qui s'appelle Gilberte. Et donc, quant à Bergotte, ce vieillard infiniment sage et presque divin, à cause de qui j'avais d'abord aimé Gilberte, avant même de l'avoir vue. Maintenant, c'était surtout à cause de Gilberte que je l'aimais. Donc, oui, c'est super. Maintenant, il est obsédé par Gilberte. J'avais besoin. Je m'arrangeais à tout propos à faire prononcer à mes parents le nom de Swann, parce qu'il est amoureux de Mademoiselle Swann. Certes, je me le répétais mentalement sans cesse, mais j'avais besoin aussi d'entendre sa sonorité délicieuse et de me faire jouer cette musique dont la lecture muette ne me suffisait pas. Le nom de Swann, d'ailleurs, que je connaissais depuis si longtemps, était maintenant pour moi, ainsi qu'arrive à certains aphasiques, à l'égard des mots les plus usuels, un nom nouveau. Je le décomposais, je l'épaulais. Son orthographe était pour moi une surprise. Et après, il parle du bois. Elle ne m'avait jamais vue avec Gilberte. Enfin, ça, c'est la mère de Gilberte, Madame Swann, qui est en fait Odette. Elle ne m'avait jamais vue avec Gilberte. Elle ne savait pas mon nom, mais j'étais pour elle comme un des gardes du bois, ou le batelier, ou les canards du lac qui elle jetait du pain. Un des personnages secondaires, familiers, anonymes, aussi dénués de caractère individuel qu'un emploi de théâtre, de ces promenades du bois. Un peu comme un NPC, mais en fait, il n'y avait pas de jeux vidéo à l'époque. Donc un peu comme s'il était devenu un NPC dans la vie
de Madame Swann. Il parle du spectacle de l'automne, qui s'achève si vite, sans qu'on y assiste quand on est à Paris, donne une nostalgie, une véritable fièvre des feuilles mortes, qui peut aller jusqu'à empêcher de dormir. Parce que quand on ne voit pas autant l'automne, ça passe si vite en fait. On sentait que le bois n'était pas qu'un bois, qu'il répondait à une destination étrangère à la vie des arbres, de ces arbres. L'exaltation que j'éprouvais n'était pas causée que par l'admiration de l'automne, mais par un désir. Grande source d'une joie que l'âme ressent d'abord, sans en reconnaître la cause, sans comprendre que rien de dehors de la motive. Et il pense beaucoup à la nature d'autrefois. Et il pense aux acacias, il pense aux arbres. Semblait proclamer le vide inhumain de la forêt désaffectée et m'aider à mieux comprendre la contradiction que c'est de chercher dans la réalité les tableaux de la mémoire, auxquels manquerait toujours le charme qui leur vient de la mémoire même, et de ne pas être perçu par les sens. La réalité que j'avais connue n'existait plus. Parce qu'il parle du jardin et tout ça. Maintenant, et ça c'est la fin du livre, c'est les lieux que nous avons connus n'appartiennent pas qu'au monde de l'espace, où nous les situons pour plus de facilité. Il n'était qu'une mince tranche au milieu d'impressions continues, qui formaient notre vie alors, le souvenir d'une certaine image et que le regret d'un certain instant. Et les maisons, les routes, les avenues sont fugitives, hélas, comme les années. Donc voilà, on a fait tout ça dans un peu plus d'1 heure. Toutes les citations que j'ai pensé important à inclure dans Proust du côté de chez Swann. J'espère que vous avez aimé. J'espère qu'il y a quelqu'un à la fin de cette vidéo. Enfin, s'il y a quelqu'un, merci beaucoup et passez une bonne journée. Au revoir.